qui s'intitule Les sciences fondamentales et le développement durable, recyclage des déchets, sous ma présidence, Mohamed Habchi. Avec moi, le docteur Benabaji. Donc il y aura, c'était prévu 3 conférences, dont une, le concerné malheureusement il est absent. Donc il y aura juste 2 conférences. La première c'est celle du docteur Bouchentouf, la deuxième, docteur Mohamed Khif. Donc voilà, je donne la parole au premier conférencier. Vas-y, à vous la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Salam alaikum wa rahmatullah. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à ces journées-là, et à leur tête, Monsieur le Directeur de l'école, qui nous a grandement aidés. Et mon intervention, avant d'entrer mon intervention, ma présentation, j'ai fait une thèse sur la chimie analytique et l'environnement. Et puis j'ai eu l'occasion, à travers la chimie, de voir beaucoup d'autres secteurs, et j'ai eu l'occasion de travailler à l'extérieur de l'université. Donc j'ai vu un peu la corrélation entre les sciences appliquées et le monde industriel. Alors le terme que j'ai choisi pour mon intervention, c'est la chimie verte comme servant incontournable pour l'économie verte et le développement durable. Tel que vous savez, mon intervention elle s'inscrit un petit peu, elle est un peu pédagogique. Donc, dans un but de vulgarisation. Alors, on a opté pour les sciences appliquées, donc on connaît les maths, physique, chimie. Quel est le rôle, ou bien quelle est la relation entre les sciences appliquées? Là, quand on voit chimie, on a l'habitude de voir des électrons, des atomes, des molécules, et développement durable. Ça peut paraître un peu, pour nos jeunes étudiants, ça peut leur paraître un peu grand, mais à travers cette présentation, on va voir comment c'est très très lié. Alors, pour arriver au développement durable, il y a dans les 3 anneaux, il y a les 3 principaux créneaux du développement durable. Il y a l'économie et il y a l'environnement. Donc la chimie intervient, on voit beaucoup de la chimie dans l'environnement, mais on la voit peu dans l'économie. Alors il y a un nouveau concept ces derniers temps, c'est le concept de l'économie verte. Alors pour parler d'économie verte, il y a des définitions qu'on va voir. Alors la chimie, Alors, la chimie, on dit que la chimie c'est la vie. Je ne suis pas contre les autres sciences, mais c'est la réalité. Même nos émotions, c'est chimique. C'est clair. On aime, ça a été prouvé qu'il y a des hormones quelque part. On est énervé, il y a de l'adrénaline, c'est des molécules, c'est de la biochimie. Donc, tout est chimie dans la vie. Il faut l'admettre. Alors, il y a une relation entre la chimie et l'économie verte. Alors, de quelle manière? Voici les principaux, les fondements de l'économie verte. Alors, l'économie verte devient maintenant, c'est toute une spécialité. Alors, selon Karl Burkett, l'économie verte, c'est les énergies renouvelables, la construction écologique, les moyens de transport, la gestion de l'eau, la gestion des déchets et l'aménagement du territoire. Alors, voyez un petit peu, on parle d'économie verte et on voit un petit peu des thèmes qui sont en relation avec l'environnement. Alors, on va voir maintenant les relations entre l'économie verte, alors par exemple l'énergie renouvelable dans l'économie, et comment elle peut être verte, ça veut dire amie avec l'environnement. Alors, on va commencer par les énergies renouvelables et la chimie. Alors, j'ai eu l'occasion que ce matin, et par exemple tout à l'heure, mes collègues et mes professeurs, ils ont exposé un petit peu des thématiques qui sont très profondes en relation avec les énergies renouvelables. Là, je vais être un peu dans la vulgarisation. Alors, la conservation de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Alors, les cellules photovoltaïques, tout le monde en parle, et quel est le rôle de la chimie dans tout ça? Alors voilà. Alors, une cellule photovoltaïque classique est constituée de silicium, ça on le sait, abondant sur la surface terrestre, dopé P, des atomes de bore, N avec des atomes de phosphore, c'est une définition très classique. Quel est le rôle de la chimie? Purement, je dis la chimie, je veux là parler de chimie, sciences appliquées, dans le cadre des panneaux photovoltaïques. Alors, pour accroître, il y a des recherches qui ont déterminé que pour accroître l'efficacité de la conversion, les chercheurs sont tournés vers la chimie pour la création de nanophiles de silicium. Alors, la nanostructure ou les pylomères biconjugués. Alors là, c'est chimie, c'est purement chimique. Alors, servant de semi-conducteur organique.
Là, c'est l'état de la chimie des solides. C'est l'une des sous-disciplines de la chimie et c'est une science appliquée. Donc, on passe par la chimie des solides pour accroître, pour avoir de l'énergie renouvelable. Donc voilà un petit peu, c'est le début des relations entre les sciences appliquées. Parce que quand on est ingénieur, on voit un petit peu de tout. Mais sciences appliquées purement chimie, purement maths, quelle est la relation? Alors là, on voit quelqu'un qui travaille dans la chimie des solides, il est purement au laboratoire, comment il peut participer à la conversion ou bien aux énergies renouvelables. Alors ça a été prouvé que l'intégration des nanofils de silicium dans les cellules solaires photovoltaïques permettait d'augmenter leur rendement pour atteindre le niveau supérieur à 30% contre 20% au mieux actuellement. Donc, voilà la chimie avec les énergies renouvelables. Il y a beaucoup entre la chimie et l'énergie renouvelable. Alors, le développement de la recherche en chimie de l'état solide permet une meilleure production de l'énergie. Alors, je reviens et je souligne la chimie à l'état solide ou bien la chimie du solide. Là, c'est une science appliquée. C'est une science appliquée au laboratoire, mais voici sa relation avec l'énergie renouvelable et par conséquent avec l'économie verte. On passe aussi à un deuxième volet, toujours dans les énergies renouvelables. J'aurais aimé que M. Ben Abdelé soit là parce que c'est un peu son domaine de prédilection. C'est de la biomasse et du biocarburant. Alors voilà, fabriquer du carburant à partir de déchets verts ou de résidus forestiers riches en linocellulose. Ça, c'est des procédés purement chimiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors, plusieurs étapes sont nécessaires pour convertir la biomasse en biocarburant. Alors, on parle beaucoup de biocarburant, mais on se dit comment on arrive au biocarburant? Alors, c'est des procédés chimiques, donc il faut passer par la chimie. Après séchage broyage, c'est tout un procédé. Et alors, on a décomposé grâce à un pré-traitement thermique, gasification du carbone. Le carbone est oxydé et converti en monoxyde de carbone, puis en dioxyde de carbone. Alors, ce produit entre 1200 et 1400 degrés Celsius, provoquant ce qu'on appelle le craquage des molécules. Alors, si on n'est pas chimiste, on ne peut pas maîtriser la conversion de la biomasse en biocarburant. Alors, l'ajout d'hydrogène permet, de multiplier par 2 le rendement énergétique de procédés. Alors, le procédé de Fischer-Tropsch, différents sous-produits sont disponibles, tels que le diesel pour les véhicules, le jet fuel pour les avions et le naphtha pour la chimie verte, et le cosmétique et le plastique. Alors, le développement de la chimie, ça c'est la chimie catalytique. Parce on a ajouté de l'hydrogène pour avoir plus d'énergie. C'est quel type de chimie, c'est quel type de science appliquée? C'est la chimie catalytique. Là, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que je crois qu'au niveau de l'école, il n'y a pas de filière chimie. Alors que c'est important, avec la physique, ça va de pair, on ne peut pas séparer les deux. Alors aussi dans le cas de la chimie d'énergie renouvelable, on a les molécules à forte teneur énergétique à partir d'algues et cyanobactéries. Alors là, vous pouvez dire que c'est un peu les biologistes, mais c'est pas les biologistes qui interviennent, c'est beaucoup plus les chimistes parce que avoir de l'énergie à partir des algues, c'est bio-inspiré et le principe c'est d'utiliser des métaux usuels pour biocatalyse, c'est le zinc, le cobalt ou le fer, plutôt que des métaux précieux comme le platine. Donc voilà, on substitue le platine par des métaux usuels pour avoir du carburant qu'on peut qualifier d'amis avec la nature à partir de la biomasse, à partir des algues. Alors, il y a toute une discipline là, parce que pour avoir cette énergie-là, il faut l'intervention des enzymes. Et il y a ce qu'on appelle la chimie enzymatique. Il y a toute une chimie dédiée qu'aux enzymes. Donc voilà une science, une des sous-disciplines de la chimie dédiée aux enzymes qui permet d'intervenir dans la production d'énergie et par conséquent participer à l'économie verte. Toujours dans le domaine des énergies renouvelables, alors il y a un collègue ce matin, il a parlé de l'hydrogène, des technologies d'hydrogène. Alors on a ce qu'on appelle le vapoformage, c'est le formage à la vapeur d'eau des molécules carbonées comme le méthane par exemple. Alors le procédé dont a parlé mon collègue ce matin, c'était l'électrolyse de l'eau. Et comme on sait que l'eau c'est une denrée précieuse, rare et chère, et ainsi de suite, avec tout ce qu'on vit comme stress hydrique, là le méthane, on peut, à partir du méthane, et on sait qu'on a beaucoup de production de méthane, non pas simplement d'origine fossile, mais le méthane issu de tout ce qui est déchets d'animaux, d'élevage.
Alors, on peut avoir de l'hydrogène. Et l'hydrogène, il peut donner beaucoup d'énergie par rapport à tout ce qui est énergie fossile. Alors, la décomposition thermochimique de la biomasse à partir de microalgues aussi, pour avoir de l'hydrogène. Alors, certaines algues vertes, telles que les cyanobactéries, produisent de l'hydrogène à partir de l'énergie solaire en utilisant l'eau comme donneur d'électrons et de protons. Voilà une source d'énergie dans laquelle la chimie, alors l'électrolyse aussi de l'eau, une source d'énergie dans laquelle la chimie intervient. Et c'est quel type de chimie? C'est la thermochimie et la thermodynamique. Voilà une autre discipline de chimie qui intervient dans la production d'énergie. Alors, la construction écologique, et aujourd'hui mes collègues ils ont beaucoup parlé de béton et de construction écologique. Comment la chimie intervient dans la construction écologique? Alors, on a par exemple la chimie des matériaux. C'est dédié aux matériaux qui sont destinés à la construction et qui soit doivent être amis avec l'environnement, doivent pas être coûteux pour avoir une économie verte. Alors, c'est l'utilisation de matériaux locaux ou ceux qualifiés de renouvelables, ayant subi une amélioration donnant une valorisation et même une valeur ajoutée sans visibilité grandiose à l'environnement dans cette définition simple. Alors, la chimie des matériaux est concernée par la construction écologique en innovant des matériaux qui permettent la résistance, la durabilité, le respect de l'environnement et l'économie en ressources, en énergie, en coût. Et c'est un petit peu en relation avec ce qu'a présenté ce matin Madame Tchepi. Alors, le ciment écologique, je ne sais pas, est-ce que Madame peut nous renseigner un peu beaucoup plus sur le ciment écologique? Est-ce que c'est les gens des génies civils qui travaillent dessus, ou bien beaucoup plus c'est les chimistes qui travaillent dessus? Le ciment écologique, c'est un ciment anti-CO2. Alors, pour chaque, tel qu'a dit Madame ce matin, pour chaque tonne de ciment, on a une tonne de CO2 produite, donc c'est énorme. Alors, ils ont pensé à un ciment écologique, c'est un procédé qui permet de capter le CO2 pour en faire la matière première d'un ciment réducteur de gaz à effet de serre. Donc voilà, un ciment qui peut capter du CO2. Nous, il y a toute une bourse de CO2. Maintenant, les États, ils vendent et ils achètent le CO2. Là, il y a un ciment qui peut capter le CO2. Alors, l'idée est venue à Brent Constant, scientifique de l'université de Stanford, en étudiant des coraux qui utilisent le dioxyde de carbone pour croître. Ainsi que les coraux, tout ce qui est, ils sont très durs et ils utilisent le CO2 pour faire la cimentation, le phénomène de cimentation. Il y a aussi ce qu'on appelle le CECC, le béton centenaire. Alors ça aussi c'est une nouvelle technologie et c'est en anglais c'est le Super Hydrophobic Engineered Cementation Composite. Il est fait de fibres d'alcool polyvinylique non tissées, une durée de vie avec une durée de vie estimée à 120 ans. Alors, madame, ce matin, elle est spécialiste dans le béton, elle a parlé d'une durée de vie de maximum de 50 ans. Alors, voilà une nouvelle technologie qui vient de voir le jour à partir de fibres d'alcool polyvinylique. Alors, quand on parle de fibres d'alcool polyvinylique, c'est clairement de la chimie et a une durée de vie à 120 ans. Il y a aussi ce qu'on appelle le carrelage écologique, ça a été testé en Allemagne et on commence à l'utiliser. C'est un carrelage organique à base d'huile de lin et de fibres naturelles et de silice, issu de diatomées fossilisés, une classe de microalgues brunes et qui biodégradable. Donc, voilà, tout ça, il y a l'intervention de la chimie et une intervention, très grande intervention de la chimie. Puis viennent les autres disciplines pour étudier la résistance et ainsi de suite. Alors maintenant, quand on parle de moyens de transport dans l'économie verte, est-ce qu'il y a une relation avec la chimie? Oui, il y a une relation avec la chimie, parce que quand on parle de moyens de transport, on va parler des biocarburants, ça c'est sûr, on va parler des carburants, on va parler des moteurs et on va parler des matériaux, des moyens de transport. Alors, on a les moteurs, donc dans les moteurs, c'est des réactions thermodynamiques. Le moteur, aussi, on a le matériel avec lequel sont faits les moyens de locomotion, et on a les biocarburants. Quand on parle par exemple de biocarburants, c'est la chimie organique et la pétrochimie. Alors là, on connaît tous que le pétrole, le craquage thermique et ainsi de suite, mais l'intervention de la chimie pour avoir un biocarburant, on l'a vu avec les algues, on l'a vu avec la biomasse, et là aussi il y a l'intervention de la chimie, la recherche de la chimie pour mieux optimiser le rendement des énergies conventionnelles, énergies fossiles. Alors l'optimisation de l'utilisation des énergies fossiles en augmentant leur efficience et en en contrôlant les émissions. À long terme, le basculement vers l'utilisation des énergies renouvelables.
Alors, de quelle manière? Manière diesel, le biodiesel. Alors, je reviens toujours à dire, voilà, le biodiesel en relation avec le transport, donc on peut avoir des moyens de transport écologiques et par conséquent s'inscrire dans ce qu'on appelle l'économie verte. On a aussi, là c'est très important, mais c'est un petit peu un sujet qui reste, qui fait un peu débat entre les scientifiques, c'est l'utilisation, par exemple, de l'éthyle tertiobutyle éther, et il est obtenu par réaction entre éthanol et isobutène, c'est chimique. Alors c'est un nouveau carburant pour les moteurs écologiques. Il y a aussi la transformation des huiles végétales. Là, bon, il y a certaines qui disent qu'on est en train d'utiliser des terres fertiles pour produire de l'huile végétale ou bien pour produire du sucre, pour extraire de l'éthanol qui va vers les carburants, parce qu'à un certain moment, quand le prix du pétrole a augmenté, les gens sont tournés un peu vers les biocarburants. J'ai une petite idée là-dessus. Le plus grand producteur au monde de sucre, c'est le Brésil. Le Brésil, quand le prix du pétrole a augmenté, il s'est tourné vers l'éthanol. Alors les gens se sont dit, voilà, des terres pour produire du sucre, pour la consommation humaine, on est en train de les utiliser pour produire de l'éthanol, pour le transport. Il y a des études qui ont montré que consommer beaucoup de sucre, c'est nuisible à la santé et que l'être humain est passé de 5 kilos par an à 50 kilos par an de sucre. Et cette conversion des Brésiliens de leur terre de production de canne à sucre vers la production toujours de canne à sucre, mais à des fins pour produire de l'alcool, elle est bénéfique parce que le prix du sucre va augmenter, par conséquent on va consommer moins de sucre. Il y a un peu un certain équilibre que la chimie crée. Si elle va créer dans un sens, elle va créer des biocarburants, elle va aussi nous éviter pas mal de problèmes dans un autre sens. Alors, on parle aussi dans les moyens de transport, on parle des biocarburants, la chimie organique et la pétrochimie toujours. C'est le biométhane. Vous connaissez tous, je crois, le procédé. Alors, il est principalement conscient de biogaz issu de la fermentation méthanique. Voilà, c'est le gaz naturel de synthèse. Alors, le gaz naturel de synthèse, c'est un peu une nouvelle technologie qui n'est pas très exploitée, mais très amie avec l'environnement. Alors, issu du bois. La production, alors notre ami spécialiste en foresterie, là, il peut nous en dire beaucoup, c'est la production de gaz naturel de synthèse, qu'on appelle GNS, obtenu à partir de copeaux de bois par un procédé appelé méthanation. Alors, la méthanisation et la méthanation, c'est totalement différent. Alors, ce biogaz est de meilleure qualité que le gaz naturel fossile, il est constitué à 98% de méthane. Toujours dans les moyens de transport, voici un petit peu une petite comparaison entre voilà les énergies fossiles, là les énergies fossiles, l'énergie que peut donner les énergies fossiles et l'énergie issue de tout ce qui est l'huile de palme, de soja, le biodiesel. Alors par exemple pour l'huile de palme, on voit que ça va jusqu'à 300% par rapport à l'énergie fossile. Donc c'est très intéressant en matière d'énergie. Et là, c'est l'intervention de la chimie, c'est les procédés chimiques, c'est les réactions chimiques qui ont permis d'avoir ce genre de résultats. Maintenant, toujours dans le moyen de transport, on a les matériaux et moteurs. Alors, moyen de transport, on a dit qu'il y a le carburant, il y a les matériaux, il y a aussi le moteur. Là, la majorité des moyens de transport sont des moteurs diesel fonctionnant avec un cycle thermodynamique. Donc, c'est de la chimie. Je parle de thermodynamique chimique parce qu'il y a la thermodynamique physique et il y a une différence entre les deux. Là, on peut dire que c'est les deux qui vont de pair dans un moteur thermodynamique. Alors, il y a la modification du cycle. Comment on peut accroître l'efficacité d'un moteur? C'est par la modification du cycle thermodynamique. Alors, le moteur, il y a un nouveau concept, c'est le moteur, ce qu'on appelle le moteur ACCI, pour Homogeneous Charge Compression Injection, c'est-à-dire à chaque homogène et allumage par compression. Au départ, ce n'était pas allumage par compression, c'était allumage par nos amis, on a tous des voitures, l'allumage des moteurs, c'est... Oui, c'est par... Non, là, c'est pas l'électricité, c'est par combustion. Mais là, c'est par compression. C'est le fameux moteur diesel qu'on a vu dans nos cours de thermodynamique. Là, ça, le concept, il a changé. Alors, aussi l'utilisation des matériaux. À chaque fois qu'on utilise des matériaux qui sont moins lourds, on a moins de consommation d'énergie.
Alors, selon Boeing et selon Airbus, la demande en fibres de carbone pour l'aéronautique est passée des milliers de tonnes par an en 2005 à plus de 10 000 tonnes en 2015. Donc, pour améliorer ces composites-là et ces matériaux, c'est l'intervention de la chimie. Donc, la gestion de l'eau. Alors, la gestion de l'eau, la chimie, il y a toute une discipline qui est dédiée à l'eau, qu'on appelle la chimie de l'eau. Et il y a des masters, des formations doctorales sont des chimies de l'eau et environnement, chimie de l'eau et développement durable. Et là, on voit l'intérêt de la chimie de l'eau. Alors, la chimie de l'eau, il y a le dessalement d'eau de mer, par exemple, pour avoir une économie verte. Et il y a des pollutions par des procédés chimiques, parce qu'il y a des procédés physiques et mécaniques, et un traitement de l'eau par prévention des épidémies et des maladies. Donc voilà, dans la gestion de l'eau, parce que ça fait l'eau, la gestion de l'eau fait partie des fondements de l'économie verte, voilà l'apport de la chimie, et je suis sûr que tout le monde doit être très convaincu de l'apport de la chimie dans ce contexte-là. Alors, on voit par exemple dans la gestion aussi des déchets. Pour la gestion des déchets, je crois que mes amis, avant moi, ils ont beaucoup parlé de ça. On parle de stabilisation des déchets dangereux. Je viens de dire maintenant qu'il n'y a pas de déchets inertes, vraiment inertes. Il n'y a que la mâche fer, les cendres qui sont inertes. Mais le reste, tout peut réagir, tout peut se dégrader. Donc vraiment pour avoir des trucs inertes, il faut beaucoup. Donc surtout en matière de déchets de soins, chimiquement on peut, déchets issus d'actifs de soins, chimiquement on peut les rendre inertes, mais biologiquement c'est difficile parce qu'il y a des bactéries qui sont très résistantes. Alors il y a il y a la filière recyclage et il y a les traitements des effluents. Alors pour la gestion, la stabilisation des déchets dangereux, on a l'inertage, donc rendre quelque chose inerte. On a la chimie, l'inertie chimique et la vitrification. Alors la vitrification, c'est en relation avec, la silice. On a le recyclage, j'ai pris comme exemple le plastique, mais qu'on vient de dire mes collègues, il n'y a pas que dans le recyclage, il n'y a pas que le plastique, c'était juste un exemple. Il y a en matière de traitement des effluents, on a la flocculation, la coagulation et l'électrochimie, qui est une discipline de la chimie. Ça simplement je reviens toujours à dire, voilà, l'électrochimie, une discipline de la chimie qui est en relation avec le traitement des effluents, qui rentre dans le cas de gestion des déchets, qui est un fondement de l'économie verte, et l'économie, elle fait partie du développement durable. Alors, il y a la gestion de l'eau de ça, on passe à autre chose. Alors, on entend dire aussi par la gestion des déchets, la diminution des déchets, parce qu'on sait quand on dit la gestion des déchets, c'est pas il faut produire des déchets et puis on va par la suite, on va les gérer. Non, le but, c'est, en amont, c'est de moins produire de déchets. Et ce qu'on a pensé lors de ces journées-là, c'est de ne pas imprimer des book of abstract, parce qu'on s'est dit que, voilà, on parle de développement durable, on parle d'environnement, on va créer des books abstracts sous forme électronique. Celui qui en a besoin, il peut le présenter en format électronique. Pourquoi gaspiller de l'encre avec les conséquences sur l'environnement, de l'encre, de l'argent. On a voulu s'inscrire un petit peu dans le cadre du développement durable à travers ça. Ah, aussi l'impact de la chimie. Alors l'impact de la chimie, dans tout ce qu'on vient de voir, la chimie est fortement impliquée, ou plutôt indispensable, indispensable pour satisfaire et répondre aux exigences. Ça, on l'a vu. Alors là, un petit peu, peut-on s'en passer de la chimie? Non. C'est impossible, c'est pas simplement non. Alors la solution est le passage à la chimie verte. Alors la chimie verte en elle-même, c'est une discipline qui est indépendante. Quand on parle de chimie organique, chimie catalytique, il y a la chimie verte. Alors la chimie verte à la base, c'était quoi? C'est substituer les substances chimiques dangereuses par d'autres moins nocives pour l'environnement et utilisation et des procédés propres. Là, c'est les procédés. Parce que les procédés, c'est eux qui génèrent beaucoup de pollution. Et c'est eux qui sont coûteux. Alors la chimie verte, elle est basée sur la substitution des substances, surtout les solvants, et aussi les procédés. Alors, la chimie verte repose sur 12 principes. Et quand on va voir les 12 principes de la chimie verte, on va se demander est-ce qu'on est dans l'économie verte ou bien on est dans l'environnement. Il y a vraiment une relation très étroite. Alors, premièrement, c'est la prévention, éviter de produire de déchets. L'économie d'attente, méthode a consisté à incorporer tous les inputs dans les outputs pour ne pas avoir de perte. Conception de méthodes de synthèse moins dangereuses, conception de produits chimiques plus sûrs et moins toxiques, solvants et auxiliaires moins polluants, rechercher le meilleur rendement énergétique, utilisation de ressources renouvelables, réduction du nombre de dérivés, l'utilisation d'agents catalytiques mieux que les procédés stoichiométriques. Et là, pour un petit peu
expliquer ce que ça veut dire l'utilisation d'agents catalytiques mieux que les procédés stoichiométriques. Certes, dans la chimie des procédés ou bien dans les processus industriels, on met beaucoup de input pour avoir beaucoup de output. On utilise la chimie catalytique, des catalyseurs, pour favoriser, pour avoir beaucoup plus de produits en injectant moins de produits. Là, c'est un peu, on ne va pas respecter vraiment la règle de Lavoisier, mais la chimie catalytique le permet. Observation en temps réel afin de prévenir la pollution, et en deuxième position, on a une chimie fondamentale plus fiable. Alors, je passe rapidement en conclusion. La chimie verte n'est pas seulement un moyen de protéger l'environnement en empêchant la pollution avant sa création, c'est aussi un moyen d'augmenter l'efficacité et de réduire le coût de production, une opportunité pour les entreprises à alléger leurs charges environnementales et accroître leurs bénéfices. Ainsi, la notion de durabilité sera concrétisée, quoique durabilité jusqu'à quand, ça c'est un peu une notion à définir, concrétisée, et davantage sociétaux seront disposés. Alors ainsi, on peut conclure que la chimie verte pourrait être indépendant de l'économie verte. Pour promouvoir cette dernière, il est indispensable, et je redis bien indispensable, d'encourager et de financer la recherche dans le domaine de la chimie fondamentale. Et je vous remercie de votre... Merci au Dr Salim Bouchetiouf pour cette présentation riche et très intéressante. Et sans plus tarder, on passe à la présentation du Dr Sidi Mohamed. Et le débat sera ouvert juste après.